Est-ce que nous répétons l'histoire? La crise de 2008 face au marché actuel, préparez-vous pour un voyage dans le passé qui vous fera questionner le présent. La crise financière de 2008 fut un tremblement de terre qui a secoué le monde, laissant des maisons vides, des rêves brisés et des leçons qui résonnent encore. Mais à quel point le marché immobilier d'aujourd'hui est-il différent? Sommes-nous en sécurité ou dansons-nous au bord d'un autre abîme? Plongeons dans les excès de 2008, démêlons leurs causes et comparons-les au panorama actuel. Ceci est plus qu'une histoire, c'est un avertissement que vous ne pouvez ignorer. Le frénésie de 2008, quand les banques ont perdu la tête. Imaginez un monde où les banques vous lançaient de l'argent comme dans un jeu de Monopoly. C'était 2008. Les prêts Nina, sans revenus, sans actifs, étaient la norme. Vous vouliez une maison de 800 000 $. Pas de problème. Ainsi, les chiffres gonflaient. Les banques et les prêteurs ne vérifiaient rien. Ils voulaient seulement conclure des affaires. Mais ce château de cartes était destiné à s'effondrer. En 2007, les fissures étaient déjà visibles. Je me souviens d'un cas à Santa Clarita, Californie. Un courtier en hypothèque avec un bureau de 30 000 pieds carrés dans un immeuble rutilant, gagnant 500 000 $ par mois, a fermé ses portes en novembre de cette année-là. Pourquoi? Des géants comme Washington Mutual, Countrywide et Lehman Brothers commençaient à vaciller, piégés dans un réseau de prêts toxiques qu'ils avaient eux-mêmes tissés. Des communautés dévastées, le prix de la cupidité. L'effondrement n'a pas seulement affecté les banques, il a ravagé des communautés entières. Des endroits comme le comté de Riverside ou Las Vegas sont devenus des villes fantômes. En 2008, jusqu'à 70% des maisons dans certaines zones étaient en saisie hypothécaire. Pourquoi? Parce que les gens n'achetaient pas une maison pour y vivre, mais 5 ou 6 pour spéculer, en utilisant des prêts à amortissement négatif. Les gens se lançaient dans l'achat de maisons comme s'il s'agissait de billets de loterie. Je ne paye que 1 200 $ par mois pour chacune de mes 6 maisons, pensait-il. Mais ces prêts avaient une bombe à retardement. Après 3 ou 5 ans, ce paiement de 1 200 $ grimpait à 4 500 $ par maison. Si vous aviez 6 propriétés, vous faisiez face à 27 000 $ par mois. Qui pouvait payer cela? Personne. Résultat, des saisies hypothécaires massives, des quartiers abandonnés et des familles à la rue. L'origine de la folie, des prêts exotiques venus d'Australie. Ces prêts créatifs ne sont pas nés aux États-Unis. Ils venaient d'Australie, où ils étaient conçus pour des millionnaires avec de grandes fortunes liquides. Imaginez un magnate avec 50 millions de $ en banque demandant un prêt de 20 millions pour une maison. Aucun risque, s'il ne payait pas, la banque prenait la maison et le magnate restait riche. Mais aux États-Unis, ces programmes ont été appliqués à la classe moyenne sans scrupules. Les prêteurs vendaient l'idée que n'importe qui pouvait devenir investisseur immobilier. Achetez maintenant, vendez dans 2 ans et devenez riche, était le mantra. Mais quand les prix ont cessé de grimper, le rêve s'est transformé en cauchemar. Et aujourd'hui, un marché différent, mais pas sans risque. Avançons à 2025. Répétons-nous les erreurs de 2008. Pas exactement. Les banques ne distribuent plus l'argent comme des bonbons. Aujourd'hui, il faut prouver ses revenus, ses actifs et un historique de crédit solide pour être éligible. Les prêts Nina appartiennent au passé et des régulations comme la loi Dodd-Frank ont freiné les excès. Mais tout n'est pas rose. Les prix des maisons ont atteint des niveaux stratosphériques, portés par la demande et la pénurie d'offres. Les taux d'intérêt, qui ont augmenté ces dernières années, rendent les paiements hypothécaires plus lourds. Contrairement à 2008, la spéculation massive n'est pas le principal problème. Au lieu de personnes achetant 6 maisons, nous voyons des investisseurs institutionnels acquérir des quartiers entiers et des acheteurs individuels lutter pour payer une seule propriété. La dette étudiante et le coût de la vie pèsent également sur les budgets, amenant beaucoup à se demander « ce marché est-il viable ?» La crise de 2008 fut une tempête parfaite, des prêts incontrôlés, une spéculation effrénée et une croyance aveugle que les prix grimperaient toujours.
Aujourd'hui, les contrôles sont plus stricts, mais les prix élevés et les taux croissants créent une nouvelle forme de pression. Sommes-nous dans une bulle? Personne ne le sait avec certitude, mais une chose est claire, le marché immobilier n'est jamais prévisible. Alors, que pouvez-vous faire? Informez-vous, gardez vos finances en ordre et ne vous laissez pas emporter par l'enthousiasme du moment. L'histoire de 2008 nous rappelle que la cupidité et l'imprudence ont un coût. Pensez-vous que nous sommes en sécurité ou qu'un autre effondrement est à l'horizon? Accrochez-vous, ça devient intense. Il y a quelques années, le gouvernement a décidé que baisser les taux d'intérêt à 1% était la voie à suivre. Résultat, des prêts à 2,5% volaient de partout. Imaginez un cycle économique qui s'est étendu sur 130 mois. Et, attention, sans le COVID, nous aurions atteint 160 mois. Mais est-ce vraiment une bonne chose qu'une expansion dure si longtemps? Non, car l'argent était si bon marché que les gens achetaient sans arrêt. Maisons, voitures, tout était à portée de main. Les taux étaient si bas que les grandes entreprises empruntaient 50 millions, 100 millions, voire 200 millions de dollars. Prenez tout l'argent que vous pouvez, disait-elle. Puis, boum, le COVID est arrivé. Tout s'est arrêté. Travaillez depuis chez vous, nous a-t-on dit. 18 mois de Zoom et de pyjama. Entreprises essentielles, non essentielles, tout sens dessus-dessous. Des entreprises comme Twitter, sous Jack Dorsey, ont proclamé « Travaillez depuis chez vous pour toujours ». Ça sonnait noble, non? Mais ensuite, les gens ont commencé à jouer les malins. Certains avaient 2 emplois en même temps, sans le dire à personne. Ils gagnaient 85 000 $, ici, 90 000 $, là, vivant un rêve de 175 000 $ par an. Mais devinez quoi? Ce n'était pas viable. Pendant ce temps, le gouvernement injectait de l'argent dans l'économie comme s'il n'y avait pas de lendemain. Les Américains avaient 2,3 billions de dollars en liquide à la banque. Impressionnant. Mais ce chiffre a commencé à chuter. 2,3 billions, 1,9 billion, 1,5 billion, 1,2 billion. Les économies s'évaporaient. Et pour couronner le tout, ils ont imprimé encore plus d'argent. Puis sont arrivées les élections, le COVID s'est estompé et la lutte pour ramener les gens au travail a commencé. Mais qui voulait quitter son canapé? Des leaders comme David Solomon de Goldman Sachs ont appuyé sur l'accélérateur. Retournez au bureau lundi ou pas de bonus. Les gens se sont plaints, ce n'est pas juste. Certains ont cherché d'autres emplois, d'autres ont résisté. Et pendant ce temps, le monde ne restait pas immobile. Guerre, conflit, chaos. Soudain, Jérôme Powell, depuis la Réserve fédérale, voit l'inflation grimper à 8%. « Stop !» a-t-il dit. « Il faut la ramener à 2%. » Comment? En augmentant les taux d'intérêt à un rythme effréné, 4,75% en un temps record. Si vous ne me croyez pas, cherchez le graphique sur Statista. C'est une folie visuelle qui vous ouvrira les yeux. L'histoire économique est écrite et ce n'est que le début. Que se passe-t-il et que va-t-il arriver? Imaginez ceci, le marché immobilier est dans une impasse. Les taux d'intérêt jouent aux montagnes russes et l'économie ressemble à un grand 8 qui ne décide pas s'il va monter ou descendre. Que se passe-t-il vraiment? Décomposons cela sur une période clé, pas de 5 ans ni de 2, mais sur une période critique de 12 à 18 mois, ou un taux d'intérêt de 4,92%. Boum, donne le tempo, tandis que tout le monde croise les doigts pour que l'inflation se calme. Mais devinez quoi? L'inflation bouge à peine. Écoutez ceci. Les ventes de maisons sont à leur plus bas niveau depuis 2 décennies et les demandes de prêts hypothécaires ont touché le fond, quelque chose d'inédit depuis presque 30 ans. Parlons franchement, ceux qui concluaient des prêts de plusieurs millions, ces courtiers qui gagnaient 600 000 $ par mois il y a quelques années, peinent maintenant à joindre les deux bouts. Ceux qui facturaient 120 000 par mois se battent aujourd'hui pour sortir 10 000. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de demande de prêt. Les maisons neuves ne se vendent pas, donc pas de nouvelles hypothèques. Et les ventes de maisons existantes sont au plus bas. Normalement, quand les refinancements ralentissent, les gens vendent. Mais aujourd'hui, personne ne vend. Pourquoi?
parce qu'ils ont encore un peu d'argent à la banque et ne veulent pas pas lâcher ce prêt à 2,8% qu'ils ont obtenu il y a 2 ans. Maintenant, s'ils vendent, ils devraient s'acheter une autre maison, mais à 7,9%. Qui, sain d'esprit, ferait ça? Personne. Donc, les maisons restent là où elles sont. Mais attention, voici la bombe à retardement. Jerome Powell, le patron de la Réserve fédérale, augmente les taux, espérant que le chômage grimpe. Oui, vous avez bien entendu. Ils veulent que le chômage augmente pour refroidir l'économie. Mais le chômage reste têtu, autour de 3,6%, 3,8%, sans bouger. Alors, que se passe-t-il? 2 options. Soit le chômage finit par grimper, soit les gens se retrouvent à court d'argent. Si les familles n'ont plus d'économie, que feront-elles? Elles vendront leur maison, même si elles ne le veulent pas. Et voici un fait qui va vous sidérer. Aujourd'hui, il est 58% moins cher de louer que d'acheter une maison. 58%. C'est la plus grande marge jamais vue dans l'histoire. Ce n'est pas le moment d'acheter, c'est le moment de louer, selon le Wall Street Journal et d'autres rapports qui font parler. Pendant ce temps, l'économie croît, ou du moins c'est ce qu'il semble. Le Dow Jones est dans les nuages, mais ne vous laissez pas tromper. Seulement 7 entreprises, les soi-disant 7 titans, Nvidia, Apple, Amazon, Meta et les autres, soutiennent le marché. Sans elles, nous serions en chute libre. Et au milieu de ce chaos, Powell a un autre casse-tête, un conflit international. Il voulait augmenter les taux de 0,25%, mais la guerre en Ukraine l'a fait hésiter. Maintenant, le fait le plus intriguant est la réponse à la grande question « Quand arrivera la récession, si elle arrive ?» Les chiffres montrent qu'en moyenne, la récession frappe environ 10 mois après la dernière hausse de taux. Alors, restez vigilants, car il est inévitable de se demander « Un effondrement économique se profile-t-il ?» Attention! Imaginez que vous êtes sur des montagnes russes économiques, montant lentement vers le sommet, mais avec le pressentiment que la chute est proche. Quand arrivera-t-elle? Si les taux d'intérêt ne grimpent plus, comme semble l'indiquer la Réserve fédérale depuis sa dernière hausse en septembre, combien de temps avons-nous avant que la récession frappe? Suivons la piste. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. 11 mois si l'on se base sur les schémas des 5 dernières hausses de taux. Mais est-ce si simple? Mettons les choses en perspective avec une analogie. Imaginez un médecin qui a traité des milliers de patients avec des symptômes similaires. Chaque fois, le diagnostic est le même. Fièvre, douleur, récupération en 1 semaine. Mais soudain, un patient arrive avec les mêmes symptômes et quelque chose de totalement nouveau. Ce quelque chose de nouveau est notre économie actuelle. Nous n'avons jamais vu cette combinaison de facteurs auparavant. Une dette massive, des taux d'intérêt en hausse et une confiance vacillante. Peut-on se fier au schéma historique? Voici le problème. Les fondamentaux crient au danger, mais le marché continue de flotter comme si de rien n'était. Regardez ceci. La dette est à des niveaux astronomiques. Les ménages sont endettés jusqu'au cou. Les entreprises ont emprunté comme s'il n'y avait pas de lendemain, et les gouvernements nagent dans les chiffres rouges. Saviez-vous que les paiements d'intérêt sur cette dette devraient exploser dans les années à venir? Même les entreprises qui ont sécurisé des taux fixes bas sur 3 ans vont bientôt affronter la réalité. Ces taux disparaîtront bientôt, et les coûts de refinancement seront brutaux. Les chiffres sont si grands qu'il est difficile d'imaginer comment ils tiendront. Et ce n'est pas seulement une question de chiffres. Depuis 2008, nous avons eu des rounds massifs d'impression d'argent, injectant du carburant dans un marché déjà surchauffé. Cela nous amène à une idée clé, l'hypothèse d'instabilité financière de Hyman Minsky. Écoutez bien, quand une économie semble stable, les gens deviennent confiants. Quand ils deviennent confiants, ils s'endettent. Et quand ils s'endettent, l'économie vacille. Maintenant, ajoutez l'augmentation des taux d'intérêt et vous avez une recette pour le chaos. Pourquoi tout ne s'est-il pas déjà effondré? Voici la grande question. Si tout semble si évident, pourquoi le marché continue-t-il de défier la logique? Comme le dit la célèbre citation, «
Le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable. La gravité finit toujours par gagner. Mais quand? Mon intuition crie qu'une récession est inévitable, mais le timing reste un mystère. Et cela me conduit à la paranoïa. Les fondamentaux ne mentent pas, mais les marchés peuvent les ignorer pendant un certain temps. Alors, comment gérer cette incertitude? Il ne s'agit pas de s'asseoir et d'attendre l'effondrement, mais de se préparer à tous les scénarios. Imaginez que nous sommes dans une salle de réunion, avec un tableau blanc devant nous. Commençons à tracer des possibilités. Par exemple, que se passe-t-il si un conflit mondial éclate? Des experts comme Ray Dalio estiment qu'il y a 50% de chances que cela arrive. Jamie Dimon dit que nous vivons les temps les plus dangereux depuis des décennies. Si cela se produit, comment cela impactera-t-il l'économie? Serons-nous spectateurs ou acteurs principaux? Et s'il n'y a pas de guerre, mais que la dette continue de peser? Nous avons besoin d'un plan pour chaque chemin. Seuls les paranoïaques survivent, mais la paranoïa sans action est inutile. Voici ma proposition. Cartographions les risques et préparons des stratégies. Par exemple, diversifier les investissements pour résister aux chocs, réduire l'exposition aux dettes à haut risque et rester attentif aux signaux comme l'augmentation des faillites d'entreprises ou des défauts de paiement. Nous ne pouvons pas prédire l'avenir, mais nous pouvons nous y préparer. La réalité est celle-ci. Nous sommes en terrain inconnu. Les fondamentaux disent « attention », mais le marché dit « continuez la fête ». Qui gagnera? Seul le temps le dira, mais une chose est sûre, nous ne pouvons pas ignorer les signaux. Imaginez ceci, le panorama économique change plus vite que vous ne pouvez dire « crise financière ». Que ferez-vous si les choses tournent mal? Et si tout s'améliore soudainement? Accrochez-vous fort, car nous allons explorer les chemins possibles que l'économie pourrait prendre et ce qu'ils signifient pour vous. Voici les sujets brûlants auxquels vous devez penser maintenant. Et si le chômage grimpe à 6 ou 7 %? Ciel, ce serait un coup dur. Une hausse du chômage pourrait signifier moins d'argent en circulation, des entreprises vacillantes et une confiance des consommateurs au plus bas. Comment ajusteriez-vous votre budget si votre emploi était menacé et si l'inflation s'effondre? Une inflation plus basse semble géniale, non? Des prix plus stables, un pouvoir d'achat en hausse. Et si les taux d'intérêt tombent à 4 ou 5 %? Quelle folie ce serait! Si le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, décide de baisser les taux, les prêts deviendraient moins chers, mais les économies rapporteraient moins d'intérêts. Comment cela affecterait-il vos plans d'achat de maison ou d'investissement? Voici le choc. La dette des cartes de crédit est à son plus haut niveau historique. Mais attendez, ce n'est pas tout. Saviez-vous que le taux d'intérêt moyen sur les cartes de crédit est à un incroyable 22 %? C'est pratiquement un hold-up légal. Avec un intérêt pareil, votre dette peut doubler en moins de 3 ans. Imaginez emprunter 5 000 $ et vous retrouver à devoir 10 000 $ en un clin d'œil. Comment prévoyez-vous de gérer cette charge si vous continuez à utiliser votre carte? Surprise! L'allègement pour les prêts étudiants est terminé. Des millions de personnes font maintenant face à des paiements mensuels de 300 à 500 $. C'est une grosse bouchée dans votre budget mensuel. Comment allez-vous équilibrer cela avec le loyer, la nourriture et, disons, cet abonnement à Netflix que vous ne pouvez pas abandonner? Les entreprises sont aussi en difficulté. Cette année, elles paieront environ 550 milliards de dollars rien qu'en intérêts sur leurs dettes. L'année prochaine, ce chiffre grimpera à 750 milliards. Et dans 5 ans, nous pourrions parler d'1,4 billion de dollars. C'est une somme astronomique. Si les entreprises dépensent autant en intérêts, comment cela affectera-t-il les emplois, les prix des produits ou vos investissements? Voici la première fissure dans l'armure. Les défauts de paiement sur les prêts automobiles, surtout dans le secteur subprime, augmentent. Les gens commencent à être en retard sur leurs prêts auto. Pour l'instant, les hypothèques et autres crédits semblent tenir, mais cette hausse des défauts est comme un canari dans une mine de charbon. Est-ce le premier signe d'une tempête économique plus grande? La dette nationale, un monstre de 37 billions de dollars. Maintenant, préparez-vous pour le chiffre le plus hallucinant.
La dette nationale des États-Unis est de 37 billions de dollars, un record historique. Mais que signifie-t-elle vraiment? Voici la partie terrifiante. Pour chaque point de pourcentage d'augmentation des taux d'intérêt, les paiements d'intérêt du gouvernement augmentent de 330 milliards de dollars par an. Si les taux augmentent de 3 points, c'est 1 billion de dollars supplémentaires rien qu'en intérêt. 6 points, et nous parlons de 2 billions de plus par an. C'est de l'argent qui ne va pas dans les écoles, les routes ou les soins de santé. Comment cela affectera-t-il vos impôts ou les services publics? Voulez-vous savoir si l'économie se redresse vraiment? Oubliez les gros titres et allez à Las Vegas. Cette ville est comme un thermomètre économique. Quand les casinos sont pleins et que les lumières brillent, l'économie est en plein essor. Mais si les hôtels sont vides et que les dés ne roulent pas, attention, quelque chose ne va pas. Quand avez-vous visité Las Vegas pour la dernière fois? Qu'avez-vous vu? À vous de jouer. Que ferez-vous? Ces scénarios ne sont pas juste des chiffres sur un écran. Ce sont des possibilités réelles qui pourraient changer votre vie. Êtes-vous prêt à vous adapter si le chômage augmente, si l'inflation chute ou si les taux d'intérêt bougent? Il est temps de commencer à planifier. Partagez vos pensées. Comment vous prépareriez-vous à ces changements économiques? L'avenir arrive et il est plein de surprises. Maintenant, quand les lumières de la Nouvelle-Orléans brillent et que la ville est en effervescence, vous savez que les choses vont bien. Mais comment en être sûr? Allez directement à la source. Parlez aux chauffeurs de taxi, aux conducteurs d'Uber et posez-leur les questions clés. Comment sont les conventions cette année? Beaucoup de mouvements dans les rues. Voyez-vous quelque chose ralentir? S'ils vous disent « Nous sommes à fond depuis ces 5 derniers mois », on n'arrive pas à suivre. Alors, tout semble en ordre. Mais si vous remarquez que leur visage change et qu'ils mentionnent une baisse, alerte rouge. Ils sont les premiers à flairer les problèmes, comme un radar économique. Dans notre cabinet de conseil, Crescent Analytics, nous travaillons main dans la main avec des entreprises de transport et de logistique. Et laissez-moi vous donner un fait qui va vous faire réfléchir. Un collègue à moi, avec qui je vais me réunir dans un moment, a une entreprise de construction qui ne cesse de croître. Mais dans le monde du transport, les choses chauffent, et pas dans le bon sens. Nous avons des clients qui facturent 90 millions, d'autres 126 millions par an, et leurs revenus chutent de 35 à 55 %. Et puis, il y a le gros poisson, une entreprise qui génère 1200 millions par an, et ses chiffres ont chuté de 65 %. 65 %. Prenez un moment. Pourquoi le transport, qui est le moteur de l'économie, est-il en chute libre? Est-ce que Target, Costco ou UPS ne déplacent plus de marchandises comme avant? Que se passe-t-il en coulisses? Quelles données ont-ils que nous n'avons pas? Ces entreprises ne se contentent pas de conduire des camions. Elles ont des informations privilégiées, des chiffres qui sont comme le pouls de l'économie. Quand ces chiffres commencent à vaciller, il est temps de tendre l'oreille. Sommes-nous au bord d'une récession? Restez avec moi, car ça devient intense. Ma plus grande peur n'est pas une récession ordinaire, mais un effondrement inverse du marché, comme celui qui a récemment dévasté la Bolivie. Imaginez, les taux d'intérêt s'effondrent, le dollar vacille, et soudain, le Dow Jones et le Nasdaq s'envolent. Ils passent de 45 000 à 50 000, 55 000, jusqu'à 65 000 en un clin d'œil. Mais est-ce une victoire? Non, mon ami. Cela pourrait être le dollar qui s'effondre, perdant sa valeur à toute vitesse. C'est comme ce qui s'est passé avec les cartes de Kobe Bryant. Il y a quelques années, une PSA 10 s'est vendue pour 85 000 $. Une folie totale. Mais ensuite, le marché s'est saturé. Plus de boîtes de 1996 tops ont émergé. Les gens les ont envoyées pour évaluation. Et cette carte de 85 000 $ vaut maintenant 30 000, peut-être moins. Pourquoi? Parce que quand il y a trop de quelque chose, sa valeur s'effondre. Il en va de même pour le dollar. Plus le gouvernement imprime, plus il y a de dollars en circulation, et moins chaque dollar vaut. C'est une règle de base. Si l'argent est facile à obtenir, il ne vaut rien. Maintenant, écoutez bien, car c'est crucial. Qui paie le prix de cette dévaluation? Ce ne sont pas les milliardaires, croyez-moi. Ils s'en sortent toujours.
À chaque fois qu'on imprime plus d'argent, les riches deviennent plus riches. Et qui souffrent? Les familles de la classe moyenne et basse, celles qui voient le pour ça qu'ils ont. Ça voit le prix de tout augmenter, pendant que leurs économies s'évaporent. Nan. Si quelqu'un devrait crier « Arrêtez d'imprimer de l'argent », ce sont elles. Mais savez-vous qui applaudit chaque nouvelle vague d'impression? Les gens d'en haut. Dans les 2 prochaines années, je ne serais pas surpris de voir le premier trillionnaire pendant que le reste lutte pour survivre. Qu'en pensez-vous? C'est réel et ça se passe maintenant. Votre argent s'évapore. Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Prenez 1 seconde et réfléchissez. Chaque dollar, chaque peso, chaque euro que vous dépensez, où va-t-il? Il ne reste pas dans votre quartier. Il n'aide pas le commerce du coin, ni ne renforce les familles comme la vôtre. Cet argent va directement dans les poches des titans corporatifs, des entreprises du S&P 500, des magnats qui contrôlent le jeu économique. Chaque achat que vous faites, d'un café à un appareil électroménager, alimente une machine conçue pour concentrer la richesse entre quelques mains. Et pendant ce temps, la classe moyenne, celle qui soutient le monde avec son travail, disparaît lentement. Vous êtes-vous demandé pourquoi tout semble plus difficile maintenant? Il est temps d'ouvrir les yeux. Le système est conçu pour que les riches gagnent toujours. Le gouvernement peut imprimer de l'argent comme s'il s'agissait de papier cadeau. 5 billions, 10 billions, qu'importe. Et les grands acteurs financiers ne s'y pas. BlackRock, Vanguard et autres géants sont ravis. Continuez à imprimer, disent-ils, pendant qu'ils achètent des propriétés, des actions et des entreprises entières à prix cassé. Aujourd'hui, on dirait que rien ne se passe, mais dans 5, 10 ans, ils posséderont tout. Maisons, terres, entreprises, tout passera par leurs mains. Ils dicteront les prix, les règles et l'avenir. Et vous, qu'aurez-vous? Une dette plus grande et un salaire qui ne suffit pas. Ne vous laissez pas duper. À chaque fois qu'on imprime plus d'argent, la valeur de ce que vous gagnez s'effondre. L'inflation dévore vos économies, les prix des maisons grimpent jusqu'aux nuages. Et les rêves de la classe moyenne, une maison à soi, une bonne éducation pour vos enfants, des vacances de temps en temps, deviennent des fantasmes. Vous voulez des preuves. Regardez le jonglage des banques centrales avec les taux d'intérêt. S'ils les baissent, l'inflation s'emballe et tout coûte plus cher. S'ils les augmentent, les prêts pour une maison ou une voiture deviennent un piège mortel. Et pendant ce temps, les mégacorporations, celles qui sont trop grandes pour tomber, continuent de recevoir des bouées de sauvetage du gouvernement. Personne ne les laisse faire faillite, car cela reviendrait à admettre que le système est pourri. Mais voici la vérité inconfortable. Retarder le problème ne fait que l'aggraver. À chaque fois que nous évitons un effondrement économique, à chaque fois que nous injectons plus d'argent pour sauver le marché, nous ne faisons que repousser le problème pour que nos enfants le ramassent. Et quand ce jour arrivera, ce sera bien pire. Il est temps d'agir. Ma proposition est claire. Arrêtons de nous cacher derrière des solutions temporaires. Acceptons des taux d'intérêt réalistes de 7 ou 8% et faisons-en la nouvelle norme. Revenons à un monde où acheter une maison signifie économiser pour un acompte de 20 ou 25%, pas s'endetter avec un financement de 95% qui vous enchaîne pendant 30 ans. Que les entreprises qui ne peuvent pas compétir tombent, car c'est seulement ainsi que nous construirons un marché où l'innovation et l'effort ont de la valeur. Et ce n'est pas tout. Il faut repenser la manière dont fonctionne le crédit. Pourquoi quelqu'un devrait-il financer 90% d'une maison sans prouver qu'il peut la payer? Ce modèle ne fait qu'inflater les prix et profite aux banques et aux spéculateurs. Si nous voulons une économie saine, nous devons récompenser la responsabilité, pas l'endettement irresponsable. De plus, il faut arrêter de sauver les corporations géantes. Si une entreprise est trop grande pour tomber, alors elle est trop grande pour exister. Point final. Qu'elle fasse faillite, qu'elle se réorganise, qu'elle laisse de la place aux nouveaux concurrents. C'est seulement ainsi que nous éviterons que le marché devienne un monopole entre quelques mains. Si nous continuons sur cette voie, la classe moyenne continuera de rétrécir jusqu'à disparaître. Les rêves d'une vie digne, un foyer, une famille, une retraite paisible deviendront des privilèges pour quelques-uns.
Mais si nous affrontons la réalité maintenant, si nous acceptons la douleur d'un ajustement économique, dans 3, 4, peut-être 5 ans, nous pourrions être dans un système plus juste. Un système où le travail acharné signifie quelque chose, où les jeunes peuvent aspirer à plus que louer un appartement toute leur vie. La question est, continuerons-nous à attendre que le système s'effondre tout seul ou exigerons-nous un changement maintenant? Le temps presse et la décision nous appartient.